Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Fred Dionne, stratège macroéconomique, fondateur et président de Well Strategic, une firme offrant des services de conseil financier basée au Québec. Dans cet épisode, Fred Dionne, ancien militaire, entrepreneur technologique et aujourd'hui un investisseur macro, livre une analyse dense et percutante des grands bouleversements économiques en cours. Il revient sur son parcours atypique entre droit, technologie et finance et explique comment ses expériences nourrissent aujourd'hui sa pratique de la stratégie macro et du trading. Fred décrit la fin d'un paradigme économique fondé sur la mondialisation, les taux d'intérêt bas et la financiarisation excessive. Selon lui, l'arrivée de Donald Trump et sa volonté de réindustrialiser les États-Unis marquent une rupture profonde. C'est le retour d'une économie dirigée, productive, fondée sur des impératifs géopolitiques et sécuritaires. Il explique comment cette transition affecte les marchés financiers, remet en question les modèles passifs, comme le portefeuille 60-40, et crée des opportunités de repositionnement. L'entretien aborde aussi les risques liés à la Chine, la possible annexion de Taïwan, la régulation imminente de l'intelligence artificielle et l'importance d'une gestion active, diversifiée et tactique des portefeuilles. Fred insiste enfin sur le rôle des graphiques des cycles économiques et sur la nécessité d'avoir une lecture lucide des véritables intentions politiques derrière les décisions économiques majeures. Il est important de noter que l'entretien a été enregistré le 30 mars dernier, donc les choses ont changé légèrement depuis. Un hyperlien est disponible dans les commentaires pour ceux qui aimeraient consulter les différents graphiques, les références à d'autres entretiens et les œuvres, livres de grande finance qui sont mentionnés lors de cet entretien. De plus, les analyses, commentaires et opinions au sein de cet entretien ne sont pas des conseils financiers d'une manière ou d'une autre et sous aucune circonstance. Veuillez effectuer vos propres recherches. Finalement, s'il vous plaît, veuillez vous abonner à la chaîne, commenter, liker, partager cet entretien s'il vous semble pertinent. Sans ceci, un balado comme celui-ci serait impossible. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Fred Dionne. Fred Dionne, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Un plaisir. Fred Dionne, si vous me le permettez, je vais vous présenter à notre auditoire avant toute chose. Vous êtes un ancien militaire. Au cours de votre carrière, vous avez fondé un cabinet juridique que vous avez vendu en 2018. Vous avez également fondé 3 entreprises technologiques, dont la dernière, 8X Labs, j'imagine que c'était 8X Labs en anglais, que vous avez également vendu plus récemment, en 2024. Vous vous êtes formé à la microfinance mondiale et le trading, ce qu'on appelle aussi en français le boursicotage, avec Linda Bradford Ratchke, qui est un nom bien connu dans le milieu, qui est peut-être pas connu du public général, mais dans le monde de la finance et du trading. Finalement, vous êtes le fondateur de l'entreprise Well Strategic. Pouvez-vous nous décrire un peu les services et les produits de Well Strategic? En fait, rapidement, ce qu'on fait, c'est qu'on trade, on gère nos propres capitaux avec une approche macro et puis des outils technologiques qui nous permettent de diversifier encore mieux, diversifier nos portefeuilles, que le marché soit à la hausse ou que le marché soit à la baisse. Puis on offre aussi à certains clients, surtout des family office, des entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, par exemple, et qui visent maintenant à gérer leurs actifs, leurs avoirs. On leur montre en fait un système qui est capable de bâtir des portefeuilles super diversifiés dans diverses classes d'actifs à travers le monde. Donc, c'est en gros, c'est ce qu'on fait. Puis évidemment, j'essaie de partager dans un petit blog mon point de vue sur mes thèses d'investissement et à quel point je vois qu'on est le monde est l'économie est en train de changer. Et le blog est disponible pour le public, hein? C'est pas privé. Oui, exactement, exactement. Parfait. Est-ce qu'il me manque quelque chose dans votre biographie? Ben, on pourrait s'en parler, on pourrait faire juste un podcast en entier sur mes expériences de vie. Mais tu sais, je pense que, tu sais, on a parlé, j'ai fondé 3 entreprises en technologie. En fait, il y en a 2 qui ont été des échecs. Il y en a une qui a été un beau succès, 8X Lab. Les 2 premières ont été plus difficiles. Donc, tu sais,
Je pense que c'est important de mentionner que dans mon parcours, il y a plusieurs échecs également, puis c'est les échecs qui nous rendent plus forts. Puis je te dirais que c'est important d'un point de vue macro pour moi. Je pense pas que personne peut devenir macro trader à l'âge de 30 ans. Il faut être un très grand généraliste. Il faut avoir connu beaucoup d'expérience oui, en finance, mais en affaires également, avec une vision un peu mondiale. Mon intérêt pour l'histoire, la géopolitique aussi. Donc, je pense que tout ça ensemble, mis ensemble, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, dans la cinquantaine, je suis rendu bon dans ce que je fais. Ben justement, on en parle. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel et comment vous en êtes venu à devenir, bon, j'ai dit trader, mais vous préférez le terme de stratège de marché, market strategist en anglais. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous êtes rendu là? En fait, ça a commencé à l'âge de 12 ans, si je me souviens. Je dis 12 ans, là, c'est peut-être un peu plus, c'était peut-être 13, 14 ans. Quand j'étais au secondaire, j'ai été invité à une simulation boursière. Je me souviens au HEC, j'étais au collège Brébeuf à l'époque. Je suis allé au HEC, il y avait une simulation boursière qui durait une journée. Je pense qu'on nous donnait 100 000 dollars d'argent à Canadian Tire, puis on devait le on devait le faire croître. Puis bon, il y avait des écrans, il y avait des nouvelles, puis on devait placer notre argent. Puis moi, j'avais vraiment, ça avait été une révélation pour moi. J'avais adoré ça. J'avais quand même j'avais pas fini premier, mais dans les premiers, j'avais bien aimé mon expérience. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Même ma sœur me disait, ah, c'est ce que tu devrais faire. J'avais la personnalité, je pense, pour ça. Par contre, je suis quelqu'un de très curieux, qui a voulu essayer plusieurs choses. Donc, après ça, tu sais, comme je dis, je pense que ça explique pourquoi aujourd'hui je fais du macro, du stratège de marché parce que j'ai touché à beaucoup de choses. Mais bon, j'ai été développeur informatique à un jeune âge, 14-15 ans, j'ai commencé à coder, j'ai participé à développer le premier CRM du Canadien de Montréal. Fin des années 80, début des années 90, si ma mémoire est bonne. Et puis, j'ai commencé mon bac en informatique pour décider de quitter parce que 4 cours sur 5 étaient des mathématiques. Puis je suis pas, ça peut peut-être encourager certaines personnes qui veulent aller en trading. Je suis pas très fort en mathématiques. Bon, il faut avoir des mathématiques de base, là, mais donc j'ai quitté l'informatique, fait de la science politique pendant 1 an. Après ça, j'ai été accepté en droit. Pendant tout ça, j'ai fait mon cours de commandant de peloton, officier d'infanterie à Gagetown. C'était une super belle expérience. C'est un cours que j'ai fait avec la force régulière et des gens du collège militaire. J'ai été réserviste. Après ça, j'ai été accepté en droit, fait de la finance corporative, mais toujours une passion aussi pour la technologie, la finance. Donc, je dirais que tu sais, j'ai bâti un paquet de choses. J'ai bâti des compagnies en technologie. J'ai bâti un bureau d'avocat après avoir travaillé pour les grands bureaux à Montréal. J'ai travaillé durant la première bulle Internet 1998-2000, j'ai fait pas mal d'IPO comme avocat junior à ce moment-là, des appels publics à l'épargne. C'était la folie. J'ai fait mon cours de valeur mobilière en 1998, justement. Et puis, ça m'a amené à avoir le parcours. C'est un parcours complexe qui est tout à fait non conventionnel. Mais tu sais, si je peux placer un mot sur Renaissance Technologies, en fait, Renaissance Technologies, ça a été le hedge fund le plus performant de tous les temps, qui a été fondé par Jim Simons, puis personne dans ce fonds-là ne vient du monde de la finance. Donc, c'est quand même intéressant, un fonds qui a généré, selon les chiffres que j'ai, peut-être du 66% par année pendant 30 ans. Ouais, je pense que c'est ça. Mais C'est assez rappelons que Jim impressionnant. Simmons est un mathématicien à la base, je me trompe. Un code breaker, exactement. Qui est décédé de l'an dernier ou L'an l'année dernier, d'avant? ouais, Ouais. c'est un gros fumeur, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des pros de la diversification, c'était des pros du short-term trading aussi. On peut penser que Renaissance Technologies se fait à peu près peut-être 300 000 trades par jour. Leur temps moyen, la durée moyenne d'un placement, c'est environ une journée. Donc, ça va avec le principe que le moins de temps on passe dans le marché, le moins de risques on prend. Donc, ça a été la philosophie de Jim Simons, évidemment, d'automatiser tout ça. Ils ont été
les précurseurs en intelligence artificielle. Ils ont bâti des systèmes d'intelligence artificielle qui s'adaptaient aux conditions de marché. C'est ce qui fait toute la différence parce que le gros problème de beaucoup d'investisseurs, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à des conditions changeantes dans le marché. Puis c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Malheureusement, il y en a beaucoup qui vont se faire brûler. À quel âge est-ce que vous avez passé vous avez fait votre premier vraie transaction, votre premier vrai trade là, avec de l'argent réel? 1998. Ah, ok, ouais. Juste avant. Ah, donc, vous avez profité de la bulle, j'ai envie de dire, là, du dot-com. Absolument. Absolument. Puis j'ai tout perdu en achetant Nortel dans la descente, en faisant des options. Ah. All-in sur Nortel, quand Nortel était peut-être à 2, 3 $, mais finalement, je pense qu'il est tombé dans les 70 sous. Donc, On apprend nos erreurs, comme vous avez dit, là. exactement. Surtout les erreurs qui font mal, des fois. Non, on est sur le sujet. Quel est l'aspect le plus important et le plus sous-estimé? Qu'on est stratège de marché ou trader, tout simplement, là? C'est la gestion du risque. C'est sûr que c'est la gestion du risque qui est l'aspect le plus important, le plus sous-estimé. Meilleure gestion de risque, des meilleurs rendements ajustés au risque, ça commence par une diversification qui est multiclasse d'actifs. Puis c'est souvent ce que les gens oublient de faire. Donc, multiclasse d'actifs, ça veut dire investir dans des actions, mais aussi dans les devises, dans les commodités, dans les obligations. Une meilleure diversification, c'est multistratégie, donc c'est d'avoir différentes stratégies, des stratégies de momentum, mais des stratégies de mean reversal, c'est-à-dire retour à la moyenne, c'est-à-dire qu'on va, on est dans un marché qui est en zigzag, ben on va vendre les sommets puis on va acheter les bottoms. Fait que ça c'est le mean reversal. Donc avoir plusieurs types de stratégies, Un que ça bottom, c'est soit un prix, j'ai envie de dire, au fond du baril, si on peut dire, là, c'est à ça, peu c'est près, ça. là. C'est vraiment d'avoir un peu un esprit contrarien avec ce type de stratégie. Long short, long en trading, on parle de long. Quand on dit long, ça veut dire on anticipe que le prix va monter. Puis quand on dit short, c'est qu'on anticipe que le prix va baisser. Il existe plusieurs types d'instruments qui nous permettent justement de profiter si le marché monte et de profiter si le marché baisse. La majorité des gens sont normalement seulement longs. Donc, ont aucune stratégie short, ce qui est un problème selon moi. Il faut aussi dire... C'est plus Oui, vas-y. complexe. Short le marché, donc parier que le marché va être baissier, va aller à la baisse pour l'investisseur moyen, j'ai envie de dire pas professionnel, donc relativement amateur, là. Short le marché, c'est assez complexe. Donc, comparativement à simplement, en gros, investir en pensant que les prix vont monter, hein. Ben, ça rajoute de la complexité. C'est juste que à un moment donné, il faut savoir le faire. Il y a des moyens d'utiliser aussi des options, qui est une bonne façon de protéger son portefeuille. Mais si on prend, on va en parler parce que c'est un élément qui est super important. Donc aussi d'avoir des stratégies à court et à moyen terme, donc d'avoir des stratégies qui visent à prendre des profits à court terme, aussi à moyen terme. Moi, je peux être dans une position pendant une dizaine de minutes, 30 minutes, comme je peux être dans une position pendant quelques années aussi. Donc, je ne me limite pas, mais c'est sûr qu'à court terme, l'objectif, c'est de prendre des profits rapidement pour faire croître ses avoirs. Moi, je crois beaucoup que paper profit means nothing. C'est vraiment quand on vend une position et que l'argent est dans le compte en banque, maintenant, Quand on veut ça dire va être au paper zéro. profit, ça veut dire que le prix, vous détenez une action, par exemple, le prix augmente, vous avez potentiellement un profit de Un gain, 50%, un gain de un gain 50%, potentiel. mais tant que c'est pas vendu réellement, ce n'est que du potentiel. Il faut aussi investir dans différentes juridictions, j'y crois beaucoup. Investir seulement au Canada ou seulement aux États-Unis, c'est pas nécessairement une excellente idée C'est parce qu'il y a fréquent? de Des investisseurs qui n'investissent que dans un marché, un pays. Ça a évolué beaucoup, je pense, avec la venue des fonds négociés en bourse. Là, maintenant, il y a une exposition qui ça permet d'avoir, tu sais, d'investir dans des marchés émergents. Mais on en voit quand même beaucoup là, qui se limitent plus à des actions canadiennes, par exemple. Puis, je peux très bien comprendre pourquoi. Pour des Canadiens, c'est un marché qu'on connaît mieux. Mais en termes de diversification, c'est vraiment essentiel d'investir à l'étranger. Tu sais, moi, par exemple, j'ai des placements en Europe, j'ai des placements en Chine, j'ai
bon, avec les devises, je trade un peu partout dans le monde, etc. Quand j'ai des placements en Chine, en fait, je suis short Chine parce que je n'ai pas trop confiance en l'économie de marché en Chine. Mais ça me permet d'avoir un portefeuille qui est mieux diversifié. La diversification doit aussi se faire selon une analyse de la corrélation de chacun des instruments qui composent un portefeuille. Puis ça, c'est super important quand tu poses la question à des investisseurs ou même à des courtiers, bon, quels sont les facteurs de corrélation de mes instruments dans mon portefeuille? La réponse, souvent, elle est pas de réponse. Les gens ont de la difficulté à nous donner une bonne réponse là-dessus. Fait que, sur un portefeuille de 60-40, on entend souvent le portefeuille 60-40. Ce que ça veut dire, ben, c'est 60% en actions, 40% en obligations. C'est un portefeuille typique qui a quand même bien fonctionné pendant un bon bout de temps, pendant les 40 dernières années. Donc, oui, ça a été une bonne décision à ce moment-là. Mais c'est pas un portefeuille qui est bien diversifié dans les contextes de changement de paradigme comme on est en train de voir en ce moment. Il est trop souvent hyper concentré. En période inflationniste, par exemple, les obligations sont presque 100% corrélées avec les actions. On l'a vu en 2022. Le marché boursier a baissé, les obligations baissaient également au même moment parce que le yield sur les obligations augmentait. Fait que c'est important de comprendre comment bâtir un portefeuille en fonction de la volatilité de chaque instrument. Donc, si j'achète des actions de deux sociétés différentes, les chances que ces titres soient corrélés sont extrêmement élevées, même si elles sont dans deux secteurs d'activité différents. Donc, j'ai pas un portefeuille diversifié en nombre ni en termes de facteurs de corrélation. Par ailleurs, moi, j'invite toujours mes clients ou des investisseurs à avoir des instruments de couverture, ce qu'on appelle du hedging, dans un portefeuille qui est principalement long. Fait que l'objectif, c'est de protéger en cas de volatilité extrême. Par exemple, un Canadien, investir en dollars américains, c'est une excellente forme de couverture partielle du portefeuille parce que le dollar américain est généralement une couverture naturelle, un hedge naturel qui peut venir contrebalancer les fluctuations des actifs plus risqués, comme les actions. Ça veut dire que, si on regarde un tableau de corrélation, dans un tableau de corrélation, il va se lire assez facilement. On va corréler des instruments. On va voir s'ils bougent en même temps. Est-ce qu'ils sont parfaitement corrélés? Est-ce qu'ils sont neutres, donc non corrélés? Ou est-ce qu'il y a une corrélation inverse? Donc, dans un tableau de corrélation, si on voit le chiffre 1, c'est parce qu'il y a une corrélation parfaite entre deux instruments. Si on voit le chiffre 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation. Si on voit le chiffre -1, c'est qu'il y a une corrélation inverse. Mais si on donne un exemple concret, là, ça pourrait dire que, par exemple, corrigerai, je me trompe, mais le TSX va chuter drastiquement une journée, les chances sont que le dollar américain soit en hausse. Donc, vous avez une corrélation inverse. Exactement. D'accord. Et si on regarde TSX étant la bourse de Toronto, excusez. C'est ça. Fait que si on regarde le tableau de corrélation, j'en ai sorti un, puis je pense on va être capable pour tes auditeurs, de mettre en ligne là, une copie des graphes, là, des graphiques qu'on partage. Mais on rajoutera aussi dans les commentaires pour notre audience, surtout ceux qui l'écoutent en balado, ce qui veut dire qu'ils n'ont que le son, que l'audio. Tous les liens vers les graphiques que nous mentionnerons seront inclus dans la description. Excellent. Donc, si on regarde, j'ai sorti un tableau de corrélation sur les 500 derniers jours de trading ouvert, quand les marchés étaient ouverts. Donc, ça nous amène à peu près aux 2 dernières années. Si on regarde la corrélation du USD CAD, le dollar américain sur le dollar canadien versus le S&P 500, par exemple, on a un facteur de corrélation de 0,7. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder cette corrélation-là. Cette corrélation-là va évoluer souvent. En ce moment, il y a une corrélation un peu étrange parce que le dollar canadien ne fait que baisser depuis un certain temps. Mais normalement, le dollar américain va être un bon hedge pour des Canadiens. Donc, moi, c'est sûr que j'investis beaucoup en dollars américains dans les marchés américains pour contrer un peu la volatilité qu'on peut voir sur les marchés financiers. Après ça, puis là, ça, c'est un des aspects, là, je sais qu'on rentre dans un vif du sujet, puis avant qu'on aille plus loin parce qu'en effet, on est rentré dans le très technique très rapidement, ou relativement technique. Ouais. Mais pour le commun des mortels qui n'ont jamais fait de trading, qui n'ont jamais vu une plateforme
de transactions financières. Bon, je pense à les plus connus, là, quoi, Interactive Brokers au Canada, je dirais. Disney, Banque Nationale, là, tout ça ont leur propre plateforme là, d'investissement où on peut faire nos propres transactions. Mais ça ressemble à quoi exactement? Faire du trading, du boursicotage au quotidien en termes de littéralement qu'est-ce que tu fais de ta journée, hein? Mon Dieu, la journée commence, tu sais, je me lève vers 5 heures, puis je vais être au bureau. Au bureau, en fait, c'est chez moi, dans mon sous-sol. Euh, Vers 6 heures, je vais je vais lire les nouvelles, regarder ce qui s'est passé, principalement sur Bloomberg, puis regarder ce qui s'est passé en Europe. Évidemment, de bien connaître mes nouvelles, les nouvelles qui doivent être annoncées durant la journée. Donc, les nouvelles économiques, c'est important de savoir qu'est-ce qui va être annoncé durant la journée. Moi, je ne porte pas trop attention sur les prévisions des résultats, plutôt sur le fait que je sais, disons, qu'à 8h30 le matin, il va y avoir une nouvelle sur l'inflation. Et à ce moment-là, je sais que le marché va quand même bouger à ce moment-là. Donc, la nouvelle, c'est le catalyste. C'est un catalyste à court terme. Des fois, la nouvelle a peu d'impact. Des fois, la nouvelle a beaucoup d'impact. Donc, c'est sûr que quand on suit beaucoup ce qui se passe, on sait qu'on s'attend à ce que certaines nouvelles aient plus d'impact que d'autres. Euh, donc, il faut connaître ça parce que on veut essayer d'éviter d'être dans le marché à court terme avant ce type de nouvelles-là. On peut avoir un portefeuille. Moi, dans mon cas, par exemple, il y a deux types de placements que je fais. Il y a le placement stratégique, puis il y a le placement tactique. Donc, le placement stratégique, c'est ce que j'appelle le core portfolio. C'est un portefeuille qui va être, qui vise à avoir des positions sur plusieurs mois normalement. C'est du swing trading. On essaie de prendre le swing à la hausse ou à la baisse sur un instrument particulier, puis on essaie de bien diversifier le portefeuille en étant dans plusieurs classes d'actifs, puis en étant long short euh, selon plusieurs stratégies. Fait que ça, c'est le core portfolio qui va varier euh, de façon journalière. Là, il peut varier de 1% par jour. C'est important de le voir varier dans mon style à moi pour être capable de, à un certain moment donné, d'aller prendre des profits puis de rebalancer le portefeuille. Ensuite, il y a les stratégies tactiques. Les stratégies tactiques qui sont aidées par la technologie. Donc, nous, on bâtit des bots, des robots qui trade également contre nous pour amener un élément de volatilité, de diversification qui vient diminuer en fait la volatilité. Donc moi, je pourrais être long à plusieurs contrats du Nasdaq en pensant que ça va monter, mais le robot, lui, peut avoir une stratégie différente, puis il va prendre une position inverse contre moi. Mais son objectif, c'est vraiment de rester dans la position peut-être 30 minutes. 30 minutes, une heure, etc. Puis de viser il va avoir des petits targets, des petits objectifs de profit, puis il va fermer sa position. Puis après ça, on a des systèmes qui vont regarder toute la corrélation des placements, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Moi, de façon subjective, je vais faire plusieurs trades, euh, principalement d'un point de vue stratégique, du rebalancement. Moi, je rebalance mon portefeuille à chaque semaine. Euh, donc, c'est toujours en rebalancé en fonction de ma thèse d'investissement. Puis, d'un point de vue tactique, je vais également faire des trades tactiques, mais on va être aidé par la technologie pour faire des trades tactiques. Bon, ça, c'est quelqu'un qui est très actif. Dans toute évidence, là, vous faites ça à temps plein. Euh, tout ce que vous avez mentionné, cependant, n'est pas nécessairement, comment dire, j'allais dire abordable, c'est pas la question, c'est pas vraiment le terme, là, mais accessible, pardon, à l'investisseur moyen, à l'épargnant en particulier, hein, qui veut gérer un peu son portefeuille, mais qui veut pas passer 40 heures semaine là-dessus parce qu'il y a un travail. C'est ça, c'est ça. Quel conseil auriez-vous pour ce genre de personne épargnant qui est prêt à mettre quelques heures par semaine pour gérer son portfolio, pas simplement acheter des fonds négociés en bourse, être passif, comme on dit, un investisseur passif, ou trop passif, je devrais dire. Comment est-ce que cette personne pourrait s'aiguiller? En fait, je dirais que l'investissement passif a bien fonctionné pendant 40 ans. Moi, je pense qu'on est à la fin de ce paradigme-là, puis on pourra en parler plus longuement. Mais je pense que la gestion active va devenir de plus en plus pertinente. On entend le contraire. On entend que la gestion passive, c'est la meilleure gestion de tous les temps, puis ça va le demeurer. Malheureusement,
puis je suis pas mal certain que j'ai raison. Bon, ça prend un certain esprit contrarien, mais le changement de paradigme fait en sorte on va connaître des marchés un peu plus incertains, un peu plus volatiles, plus en zigzag, en dents de scie. Et il faut essayer de comprendre les grands thèmes d'investissement, les grandes tendances et les revirements qu'on doit anticiper. Donc, il y a une façon de le faire. C'est sûr que ça prend une base. Moi, j'ai écrit un livre d'environ 1000 pages sur la question il y a 4 ans, justement, parce que moi, je suis extrêmement visuel. Puis quand j'ai bâti mes modèles il y a 5 ans, mes nouveaux modèles macro il y a 5 ans, il a fallu que je mette tout ça par écrit. Bon, pour l'instant, c'est ce que je rends disponible à mes clients seulement, mais je me donne un peu l'objectif d'ici quelques années là, de faire un sommaire peut-être d'une 30-50 pages qui j'espère, que je vais rendre disponible au public, puis j'espère vont leur donner peut-être une base, d'essayer de penser de façon autrement que d'être simplement un investisseur passif. Je pense que quand moi, tout le temps que ça m'a pris, je pense que ça prend 10 000 heures avant de devenir un professionnel dans tout ce qu'on fait. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, il y a quand même moyen de passer, je pense, 5 heures, peut-être 5 heures par jour. Et, Par jour? excuse-moi, par semaine, Ah oui, ok. pas par jour. Euh, 5 heures par semaine pour regarder, faire un peu de recherche, mais aussi juste, tu sais, on pourra regarder, tu sais, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ce qu'on fait en macro, mais si j'avais à choisir entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, je vais toujours choisir l'analyse technique parce que quand je regarde un graphique, je peux voir dans une seule barre, je peux voir des millions de transactions qui ont été effectuées. Donc, les millions de transactions qui ont été effectuées vont me donner des indices. Moi, comme professionnel, c'est sûr que j'ai plus de facilité à déterminer à quel endroit le smart money ou les investisseurs institutionnels vont rentrer dans le marché ou vont sortir dans le marché. Donc, Avant mais d'aller plus loin, c'est ma prochaine question, mais on y est, faut qu'on va la poser tout de suite. Quelle est la différence? Ouais, en fait, peut-être définir ce qu'on appelle l'analyse technique et l'analyse fondamentale en quelques mots là, pour les gens qui connaissent pas la différence avant. C'est parce que là, on parle des deux, mais il y a peut-être des gens qui sont pas nécessairement au courant là, de la nature de ces deux concepts, de ces deux façons d'investir. en fait, le trader technique, euh, moi, je le vois, tu sais, l'analyse technique, moi, je le vois comme un dashboard. Quand je conduis ma voiture, j'ai besoin d'un dashboard, j'ai besoin d'informations. Si je veux être le plus précis possible, je dois avoir ce dashboard-là. Je veux savoir à quelle vitesse je vais. Disons, je veux avoir mon GPS pour savoir quel chemin prendre, à quel endroit je vais me rendre. Ça, pour moi, c'est le technique, c'est le dashboard. Donc, mais tu sais, si je l'adapte au marché financier, ben, le trader technique, il va estimer que le prix, c'est le meilleur reflet de l'information disponible ou anticipée dans le marché. Le marché, faut jamais oublier que le marché boursier, c'est un encan public. Donc, on a des acheteurs, on a des vendeurs, puis un graphique de ce marché représente visuellement des millions de transactions, comme je l'ai dit, qui sont effectuées en fonction de l'offre et de la demande. Donc, il est toujours possible d'anticiper à quel prix le smart money est acheteur, puis à quel prix il est vendeur. Puis ça, il y a plusieurs techniques pour le voir. Le smart money, c'est principalement les investisseurs institutionnels. Hein? C'est les investisseurs institutionnels, mais c'est pas le pension money. Là. C'est pas ceux qui font des trades parce qu'ils veulent, disons, qu'ils vont rentrer dans le marché. Oui, ils peuvent faire bouger le marché, évidemment. Si on a un gros fonds de pension qui veut acheter un titre particulier, ben normalement, de toute façon, ils vont jamais prendre leur position entière au même moment. Ils vont appeler leur trader. Le trader, ils vont dire, OK, tu vas m'acheter 50 000 actions de tel titre sur une durée de quelques semaines. Puis le trader, lui, à tous les jours, il va en acheter un petit peu. Fait que ça, c'est un fonds de pension qui va agir comme ça. Le smart money, je regarde plus à court terme. Donc, on va parler plus de hedge funds qui vont prendre des positions un peu plus rapidement dans le marché, mais qui vont faire bouger le marché. Puis là, évidemment, tout le monde a des horizons différents dans le marché. Fait que ça, c'est le smart money dans mon livre à moi. Puis si je regarde l'analyse fondamentale, mais l'analyse fondamentale, ça repose principalement sur des modèles d'analyse économique et financier, l'analyse des états financiers, des prévisions financières d'une société, etc., etc. Fait que, tu sais, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire, oui, un peu des deux, moins d'analyse fondamentale, mais
Moi, je l'appelle quand même de l'analyse fondamentale d'un point de vue macro. D'un point de vue macro, je vais prendre en compte à la fois les aspects techniques fondamentaux, mais aussi des considérations additionnelles comme les taux de change, les taux d'intérêt, l'inflation, les facteurs de risque, incluant la géopolitique, le déchiffrage de la véritable intention des décideurs à l'opposé du discours public. Fait que quand je dis le déchiffrage de la véritable intention des décideurs à l'opposé du discours public, c'est super important parce qu'il faut garder en tête que le politicien ou le représentant ou le décideur, il y a des choses qu'il peut pas dire au public. Puis ça, on doit le réaliser. Donc, moi, j'essaie de déchiffrer c'est quoi sa véritable intention. Par exemple, en ce moment, c'est un jeu super intéressant avec ce qui se passe aux États-Unis de voir les décisions prises par l'administration Trump. C'est sûr que moi, j'essaie de lire entre les lignes. Je pense que avec l'expérience, on arrive mieux à le faire. Aussi, c'est de comprendre le pouls des investisseurs, des consommateurs, des CEO d'entreprises, des décisions du pouvoir politique. Comprendre les conflits d'intérêts, parce que toujours des conflits d'intérêts, puis comment ça peut influencer les décisions, puis les actions qui peuvent en découler, les cycles économiques, évidemment, super important, les tendances historiques. Comprendre l'histoire, être historien, puis on va en parler. J'aime beaucoup Russell Napier. Pour les gens qui connaissent pas Russell Napier, c'est vraiment un stratège de marché macro également, mais avec une base d'histoire financière. Un ancien avocat, mais qui est devenu hedge fund manager aussi. Qui est vraiment, faut vraiment aller écouter et regarder Russell Napier sur YouTube. Il y a des choses vraiment intéressantes à dire. Et finalement, les facteurs de risque aussi, c'est super important. Le trader macro, c'est un grand généraliste. Il va posséder un esprit réaliste, dépourvu d'émotions, le plus possible. Évidemment, je suis un être humain, j'ai des émotions. Je vais me faire prendre de temps à autre comme tout le monde. J'ai du FOMO, comme tout le monde, de temps en temps. Fear of missing out. Ouais. Euh, Peut-être définir un peu ce que c'est. Hein. Ben, c'est-à-dire, c'est de la nature humaine, à un moment donné, si on manque, vendredi dernier, par exemple, le marché a perdu entre 2 et 3%. Moi, j'avais des ordres de vente, je voulais aller short le marché, puis je voyais le marché descendre, puis je mettais des offres un peu plus haut pour essayer de rentrer dans le marché, mais quand le marché est aussi faible, il faut aller vraiment market. Ça veut dire il faut rentrer vite, puis pas se poser de questions, il faut quasiment se fermer les yeux. Mais moi, j'aime ça avoir un meilleur prix, donc je travaillais pour aller avec mon offre pour avoir une meilleure offre pour rentrer dans le marché. Puis j'ai jamais été frappé. Donc, je voyais le marché descendre. Puis j'étais comme oui, j'avais certaines positions dans le marché qui profitaient, mais j'aurais voulu être plus agressif et c'est pas arrivé. Donc, c'est sûr que tu as une sensation de frustration. Euh, tu vois, Parce que t'as tu vois. l'impression qu'il y a beaucoup d'argent à faire facilement, puis là tu veux rentrer, et là donc t'as peur de manquer le train, en gros en français, et le train Et passe. comme trader macro, c'est des journées qu'on veut éviter de manquer parce que c'est une journée où on peut faire 5-6% une journée comme ça. Si on est assez agressif, on l'a bien. Tu sais. Quand tu fais du macro, on parle de rendements qui peuvent atteindre du 30 à 50% par année de façon assez constante, tout en ayant une bonne gestion de risque, disons de 20 à 50%, dépendamment des années, mais c'est beaucoup plus de travail qu'un investisseur passif, c'est sûr. Euh, Ouais, parce que donc, revenons aux 5 heures par semaine, là, l'investisseur moyen qui décide de consacrer 5 heures semaine à la gestion de son portfolio, comment est-ce qu'il utilise ces 5 heures-là? moi, je te dirais, tu sais, il faut être passionné. Il faut être passionné parce qu'il faut aimer lire ce qui se passe. Donc, tu sais, moi, si j'ai deux sites à recommander, c'est Bloomberg et The Wall Street Journal. Fait que c'est vraiment les deux seuls sites pratiquement que j'écoute. Ouais, tu peux aller sur Twitter, mais avant que tu trouves les bonnes personnes que tu veux suivre sur Twitter pour avoir de l'information, puis honnêtement, on vit une période de désinformation extraordinaire, que ce soit d'un point de vue démocrate ou républicain aux États-Unis, puis même au Canada, la désinformation, la psychose sociale qui est en train de s'emparer de nous, c'est assez exceptionnel. Donc, ça crée un bruit énorme. Fait que je dirais, j'essaie de trouver toujours des médias qui sont plus neutres, comme Bloomberg et Wall Street Journal. Puis ensuite, c'est vraiment des charts. Moi, je dirais de regarder des charts hebdomadaires, donc des graphiques hebdomadaires, des weekly charts ou mensuels, monthly chart. Puis on est capable, je vais le mettre sur le lien, là, je vais vous montrer des exemples
comment est-ce qu'on est capable de déterminer des fins de tendance, des revirements de cycle sur un chart, parce que tu vas le voir beaucoup plus rapidement sur un chart. Moi, je peux voir, j'appelle ça un selling tail, donc on peut voir un climax, c'est-à-dire le marché monte de façon parabolique, et après ça, on l'a vu sur les bonds en 2021, le marché, quand il y a eu la COVID, les obligations ont monté de façon parabolique, évidemment, parce que les taux d'intérêt ont baissé. Il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt et le prix d'une obligation. Donc, les bonds ont explosé. Puis on peut le voir, à ce moment-là, il y a eu un gros spike à la hausse, puis après ça, le prix est redescendu très, 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 très rapidement. On a su par la suite que c'est la Chine qui avait vendu en vitesse une bonne partie de ses obligations américaines. Donc, c'est la nouvelle, on l'a su plus tard. Euh, Stanley Druckenmiller en parlait justement, je pense à un moment donné, d'une vidéo, là, mais on le voit très bien sur le graphique. Puis donc ça, c'était un indice d'aller short les bonds à ce moment-là. Ce que j'ai pas fait, par contre, avec assez de volume, mais j'ai été short les bonds pendant pas mal toute l'année 2021 à ce moment-là. Puis maintenant, ben tu vois, maintenant c'est l'inverse. Maintenant, c'est le temps d'acheter des obligations. En tout cas, c'est ce que je fais. Je vois une opportunité d'acheter des obligations et de réduire ma position sur les marchés d'équité. Justement, j'allais poser la question que j'ai entendue souvent. Dès que quelqu'un parle de finance et semble se connaître, la première question qu'il reçoit ou qu'elle reçoit est souvent qu'est-ce que je devrais acheter? Dans quoi est-ce que je devrais investir? Comment est-ce que vous répondez à cette question-là dans le sens où est-ce que vous avez une réponse clarinette, achète du Bitcoin par exemple, ou en fait faites vos recherches parce que bon, vous devriez en venir vous-même à la conclusion à savoir quoi acheter et quand. Et ça, c'est une question qui est toujours difficile, tu sais, parce que moi, on me demande, la façon de répondre à ça, c'est complexe pour moi parce que j'ai une thèse d'investissement. Fait que, tu sais, c'est sûr que je peux parler de ma thèse d'investissement. En ce moment, par exemple, j'aime mieux les obligations que les actions. Je suis plus neutre au niveau des actions, mais je short un peu plus les actions aussi. Euh, mais c'est une thèse d'investissement qui peut changer du jour au lendemain en fonction des indices que je récolte dans le marché. En ce moment, on est à un point d'inflection point. Je sais pas comment on dit en français, là, mais un point de convergence ou un point de changement important dans les marchés où on est à un moment où les niveaux actuels doivent tenir, sinon le marché peut perdre un autre 15 à 20 selon moi. Tu sais, c'est un niveau important. Tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, je pourrais dire voici ce que je fais, sauf que du jour au lendemain, je peux avoir une opinion complètement divergente, différente en fonction de ce que je vais voir. En trading, on dit souvent strong opinions weakly held. On pense avoir des opinions fortes et avoir certaines convictions, mais on doit toujours avoir en dedans de nous cet objectif de challenger notre opinion et d'être capable de changer son fusil d'épaule extrêmement rapidement. Puis c'est l'avantage du macro trader sur des marchés liquides, c'est que moi, en l'instant de quelques secondes, je peux complètement renverser une position. Je peux liquider une position en quelques secondes et puis même de prendre une position inverse. Donc, ça me donne une flexibilité énorme parce que je vais trader seulement sur des futures, des index, etc. Pas beaucoup d'actions. Donc, ça me permet d'avoir cette flexibilité-là. Ensuite, évidemment, tout le monde doit faire tout le monde doit avoir sa propre opinion, tout le monde doit faire ses propres devoirs. Puis ça dépend toujours de son type de trading ou d'investisseur. Tu es un investisseur à long terme ou tu es un investisseur à court terme. Mais à un moment donné, même si tu es un investisseur à long terme, s'il y a un changement de paradigme et qu'on a atteint un sommet dans les marchés puis qu'on revoit pas ce sommet-là pendant 20 ou 30 ans. C'est un peu le cas au Japon. Hein. Tu sais, si on regarde le Japon en 89-90, on a atteint le sommet.
Puis pendant 30 ans, le marché a été baissier. Donc, si je me trompe pas, le marché pendant 30 ans a généré du 0,30%, quelque chose comme ça, là. Annuellement. Ou du moins 0,30% annuellement, là, pendant 30 ans. Fait que ça a été un marché extrêmement difficile. Fait que, si on regarde l'histoire, on Ben, doit faut réaliser. mentionner que le Japon, avant ça, avait connu un boom, une croissance économique et du prix de leurs actifs financiers, là, l'immobilier et la bourse en particulier, incroyable aussi, là. Et ben, après, ça a éclaté. T'as eu la bulle qui a éclaté finalement. 100%. C'était l'ère de Sony, l'électronique, dont les Japonais étaient les champions d'électronique, des nouvelles voitures, etc. Puis, oui, il y a eu une explosion. Si je ne me trompe pas, le marché a augmenté plus de 16 fois en je ne sais pas combien d'années, mais ça a été une grosse augmentation. Mais on peut faire la comparaison avec le Nasdaq américain aujourd'hui. Fait que c'est sûr que si on regarde, oui, il y a eu surtout dans les 15 dernières années, une explosion au niveau du marché boursier. Mais c'est possible qu'on soit près des sommets. Puis si on est près des sommets, ben qu'est-ce qui va se passer pour l'investisseur et pour les fonds de pension qui ont seulement une vision à long terme et qui pensent que le marché boursier va monter ad vitam aeternam? Donc, votre conseil serait peut-être à un épargnant moyen de continuer à épargner à épargner dans son compte comment dire, dans son fonds de pension, excusez, mais peut-être de se garder l'argent pour être plus agile et gérer son propre folio puis essayer de prendre avantage des changements potentiellement à court, moyen et long terme parce que j'allais dire son fonds négocié en bourse, c'est pas ça, mais son fonds de pension va pas nécessairement le faire aussi rapidement que lui peut le faire après. Il y a un peu plus de risques impliqués, j'imagine, non? Pour tout passionné de finance et de marché financier, il faut prendre en charge au moins une partie de son portefeuille. Parce que c'est là qu'on arrive à comparer ce que notre courtier est capable de faire comme résultat et de voir ce que nous, on est capable de faire aussi. Et puis, tu sais, moi, je le vois d'une façon diversifiée, c'est-à-dire que faut toujours regarder, tu sais, si par exemple, moi, je gère une partie de mon portefeuille, puis j'ai un courtier qui gère une autre partie, mais je vais regarder ce que le courtier fait, mais je vais pas prendre les mêmes trades, là. Je vais essayer de prendre des positions diversifiées, différentes de ce que le courtier fait. Puis peut-être que je vais être plus short pendant un certain temps en me disant que le marché va baisser. Puis ça, c'est pas très difficile de le faire, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonds négociés en bourse qui te donnent, si tu achètes un fonds négocié en bourse qui est inversé, on appelle ça un inverse ETF, ben là, à ce moment-là, tu peux profiter d'un marché boursier et là, tu viens automatiquement diminuer la volatilité dans ton portefeuille. Tu peux le faire avec des options aussi. Des options, des calls puis des puts. Des calls, ça te permet de profiter si le marché monte. Des puts, si tu achètes un put, ça te permet de profiter si le marché baisse. Puis il y a des occasions dans le marché où quand la volatilité est très basse, dans le marché, il y a une vérité absolue. C'est quand il y a une contraction de la volatilité, il va dans un marché liquide. Quand je dis liquide, c'est un marché, des marchés publics où il y a beaucoup, beaucoup de in and out, d'achat et de vente. Quand il y a une contraction de la volatilité, il va toujours y avoir une explosion de la volatilité par la suite. Fait qu'on peut le voir avec une baisse de volume. Dernièrement, par exemple, avant qu'il y ait les gros mouvements sur le Nasdaq et sur le S&P, sur les marchés boursiers, suite au tarif de Donald Trump, en début du mois de mars, on peut voir que le volume était extrêmement bas. Donc, on peut voir qu'il y avait une contraction de la volatilité, puis on a eu une explosion de la volatilité. Fait qu'à ce moment-là, l'assurance que tu prends avec ton option, ton put, elle est peu dispendieuse. Donc, tu peux acheter un put pas très cher qui va te permettre, c'est comme si tu achetais une assurance sur ton portefeuille. Donc, si oui, tu n'as pas envie de vendre ton portefeuille pour plein de raisons, ça peut être des raisons fiscales, ça peut être des raisons, bon, tu veux pas rebalancer ton portefeuille, ben tu vas te prendre une assurance avec un put. Donc, si le marché baisse, ton put va prendre la valeur. Puis, évidemment, il faut savoir quand vendre, quand prendre les profits sur ton option. Mais si tu arrives à bien le faire, puis ça, c'est pas des stratégies très complexes à faire. Donc, vous parlez de changement de paradigme économique. On y est, justement, semblerait, avec l'arrivée de Trump au pouvoir. Comment doit-on comprendre
concevoir là, les grands cycles macroéconomiques et est-ce que, en effet, on est entré dans un nouveau paradigme avec l'arrivée de Trump? Oui, absolument. Pour moi, il fait aucun doute, là, tu sais, en fait, moi, puis, je fais référence à un graphique, là, que j'ai préparé, qui est un peu la vision à plus ou moins long terme de ce que j'ai en tête. Puis, ce graphique-là sera disponible sur le lien. Euh, mais ce que moi j'avais plus anticipé, c'est qu'on allait voir un choc financier qui proviendrait de la Chine, notamment avec la prise de Taïwan. Ce que j'avais anticipé, c'est que ça arriverait probablement vers 2025-2026. L'exceptionnalisme américain était, je l'ai envisagé depuis 2023. Bon, c'était le trade le plus facile à faire 2023-2024. L'arrivée de Trump s'était perçue de façon positive pour les marchés financiers, mais là, on voit le Trump 2.0, on voit son sérieux avec les tarifs, et que là, ça vient changer complètement le paradigme. Euh, Si on veut, je fais une parenthèse là, parce que je pense que c'est important si on veut bien comprendre les cycles économiques, d'aller lire un document, enfin un livre exceptionnel qui a été écrit par Ray Dalio, qui est le fondateur de Bridgewater. Euh, Ça s'appelle The Big Debt Crisis. C'est disponible en ligne gratuitement, puis je pense que c'est environ 500 pages, mais c'est vraiment une étude de l'histoire et des cycles économiques. C'est super, super intéressant. Je pense que Dalio a une conclusion aussi qu'on est dans le changement de paradigme. Si on regarde, c'était quoi le paradigme précédent puis celui qui s'entame, faut comprendre que le régime actuel a commencé lorsque le mur de Berlin est tombé avec la fin de l'Union soviétique, puis l'échec du communisme comme modèle économique. Fait que ça, c'est super important. Fait qu'il y a un seul modèle économique qui a survécu à l'échec du communisme, c'est le modèle capitaliste, le modèle américain. Puis les États-Unis et la Chine ont vu une opportunité majeure. Les Chinois ont été extrêmement opportunistes. Puis les États-Unis ont vu l'occasion, alors qu'il y avait un chaos énorme en Union soviétique, en ex-Union soviétique, de travailler étroitement avec la Chine pour aller chercher euh, en fait une main-d'œuvre peu dispendieuse, des ressources peu dispendieuses, qui ont permis en fait de débuter, de lancer un nouveau cycle économique majeur. La Chine s'est jointe à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, en 2001. Puis ensuite, elle a mis en place l'initiative Belt and Road. Fait que ça, c'était de mettre en place, en fait, tous les systèmes, l'infrastructure pour faciliter l'exportation de ces produits via plusieurs routes commerciales. Fait que ça a été super important. Puis après ça, des investissements en Afrique, dans divers pays, pour être capable aussi d'aller chercher des matières premières pour le développement de ces produits qui étaient en grande demande par l'Occident. Puis, ce que ça a fait, dans le fond, c'est que la Chine a exporté la déflation. Ça a été hyper profitable. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit le régime américain critiquer énormément la Chine. On voit aussi d'autres régimes le faire. Puis, je dirais qu'ils ont raison de le faire. Mais par contre, il faut réaliser que les pays occidentaux ont profité de l'apport de la Chine puis de la main-d'œuvre à bas prix pendant des décennies. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a créé un big divide entre les classes sociales. Donc, évidemment, euh, la, la classe des travailleurs, le working class en Occident, ben, c'est la classe qui a été le plus affectée par ça, parce qu'évidemment, on a vu l'industrie manufacturière s'est développée beaucoup plus en Asie, en Chine, etc. Donc, ça a eu un impact négatif. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est ce que Trump euh, veut changer. Je pense que c'est la stratégie essentielle de Trump, c'est de s'attaquer à ce problème-là, parce que c'est un problème qui peut pas demeurer comme ça, tel quel, sans qu'il y ait des changements majeurs qui soient effectués. Donc, la stratégie américaine, c'est de rapatrier les industries
aux États-Unis. Donc, c'est la réindustrialisation que j'appelle la réindustrialisation 4.0. C'est le reshoring, le rapatriement en fait d'investissements puis d'investissements étrangers. Tu sais, on le voit que TSMC, qui est une Taiwan Semiconductor Corporation, qui est la compagnie qui fournit à peu près 80% des chips, des semi-conducteurs avancés au monde à Taïwan. Elle a commis des investissements pour ouvrir une usine de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc, on le voit, là, il y a des annonces de plus en plus pour que des investisseurs étrangers les compagnies étrangères qui ont beaucoup d'expertise reviennent aux États-Unis pour développer le secteur manufacturier. Donc, ça, c'est un changement de paradigme. C'est sûr que, pour moi, l'administration Trump veut dégonfler la bulle financière parce qu'on est dans une bulle financière et de ramener ces fonds-là, de rediriger les capitaux vers l'industrie réelle, dans le fond. C'est-à-dire l'industrie manufacturière, les usines, sécuriser les minéraux, tout ce qui est nécessaire pour l'industrie manufacturière. Puis on le voit, les Américains en ce moment sont en train de négocier un deal avec le gouvernement ukrainien pour être capable de se positionner, pour aller chercher ces ressources naturelles qui sont super intéressantes pour eux. Et comment est-ce que tout ça affecte le commerce international et les marchés financiers plus particulièrement? Vous avez dit qu'on est dans une bulle financière, j'imagine que c'est la fin de la bulle. Ben, la fin de la bulle. C'est toujours difficile de dire quand on est à la fin d'une bulle. Une bulle la bulle peut éclater très rapidement, comme elle peut, on peut voir un marché confus pendant plusieurs années, en zigzag, en dents de scie, etc. C'est sûr qu'à court terme, moi, ce que je vois, c'est que je vois un gouvernement Trump qui est beaucoup plus agressif, qui se joint, dans le fond, tu sais, on est en train, puis Russell Napier en parle beaucoup, c'est la fin des économies de marché et le début des économies politiques. La Chine et la Russie sont déjà des économies politiques. La Chine n'est pas une économie de marché, malgré qu'elle le laisse sous-entendre ou entendre, malgré qu'il y a beaucoup d'analystes financiers ici en Amérique du Nord qui pensent que la Chine est une véritable économie de marché. Ce n'est pas le cas. C'est une économie politique extrêmement politisée. Puis on le voit, là, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui sont en train de quitter la Chine parce qu'ils ont compris ça. Mais l'objectif, c'est donc on voit que les Américains sont en train de devenir une économie plus politisée. Avec Trump, c'est assez exceptionnel. Et ce changement-là fait en sorte que l'administration Trump a moins, je dirais, n'a plus l'objectif de supporter autant qu'on pensait le marché financier, mais c'est au contraire de s'attaquer à l'économie réelle, de faire baisser les taux d'intérêt, de faire baisser le prix de l'énergie et de rendre les conditions de vie plus faciles, les conditions de vie économiques, entre guillemets, plus faciles pour les cols bleus, pour la classe manufacturière. Donc ça, nécessairement, il faut qu'on prenne de l'argent d'un panier pour l'amener dans le panier du panier A au panier B. Là, donc, c'est vraiment ce qui est en train de se faire. Donc, moi, ça a été ça mon changement je dirais, ce mois-ci au mois de mars, parce qu'au début, à la fin de l'année passée, puis au début de l'année, cette année, j'étais très, très positif sur les marchés américains. Puis à un moment donné, au mois de mars, là, comme j'ai commencé à comprendre que en fait, l'administration Trump n'allait pas supporter le marché financier comme on pensait que ce serait le cas et qu'il y avait plus un redirect, un changement, on redirige en fait les capitaux vers l'économie réelle. Est-ce que Trump est en guerre contre Wall Street, en gros? On veut pas le dire, mais dans le sens où ce que vous avez dit est... bon, l'épisode va paraître dans le futur, il n'est pas encore publié, mais j'ai interviewé Michael Every, qui est un stratège en macroéconomie également, pour Rabobank dernièrement, et
ce qu'il disait, en fait, c'est que la financiarisation extrême de l'économie peut être terminée. Parce que, comme vous l'avez mentionné, là, c'est très proche. Trump, mais pas que Trump, en fait, mais adopter une vision où la richesse créée, qu'on va nommer ici le PIB, ce qui est très vaste, là, mais quand même, la richesse globale agrégée d'un pays, ne peut que servir à enrichir certains financiers. Faut qu'on produise quelque chose de concret, que ce soit des chars d'assaut, des avions de chasse, des bombardiers, des voitures. Il faut maintenant revenir, si on peut dire, à une économie qui produit quelque chose de concret. Il faut rapatrier les chaînes d'approvisionnement parce que c'est un risque à la sécurité nationale important. Et tout ça, globalement, n'est pas nécessairement l'avantage de Wall Street. Tout du moins, pour l'instant, on ne peut pas vraiment voir à quel point tu sais, je dis Wall Street, mais je dis toute l'industrie financière, là, c'est pas que Wall Street. Tout ça n'est pas leur avantage, disons. Comme l'a dit, c'est plutôt un rééquilibrage qui va être un peu plus à l'avantage des classes ouvrières, des classes moyennes qui ont souffert, en particulier depuis à peu près 25 ans. Et c'est pour ça que je résume la chose en une phrase de façon un peu brutale, mais est-ce que Trump, va en guerre contre Wall Street ou va à l'encontre de Wall Street en ce moment? Ben, je pense que celui qui va être le plus pénalisé, c'est justement l'investisseur passif. C'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est que si les fonds de pension aussi, ça serait pas, Russell Napier l'a dit, le gouvernement va forcer les fonds de pension à acheter des obligations nationales. Donc, c'est inévitable. Pourquoi ils vont faire ça? C'est ce qu'on appelle le yield curve control. Dans le fond, c'est de limiter l'augmentation des taux d'intérêt. Pourquoi on veut limiter l'augmentation des taux d'intérêt? Ben, c'est juste le paiement de la dette devient trop cher, trop dispendieux. C'est comme on regarde le paiement, le montant d'intérêt qui est payé sur la dette empruntée aux États-Unis, je pense que c'est un trilliard de dollars. C'est un chiffre énorme. Je ne sais pas si tu as les chiffres exacts, là. Non, mais yield curve en français serait courbe de rendement. Peut-être expliquer exactement c'est quoi. Ben, en fait, c'est tout simplement, c'est que sur une obligation, il y a un rendement qui est attaché à un coupon. On appelle ça un coupon qui est attaché à l'obligation. Donc, C'est un pourcentage. un bon du trésor, c'est ça en ce moment, elle va te donner peut-être 3% d'intérêt, par exemple. Puis là, évidemment, il y a un terme sur l'obligation. Ça peut être une obligation de 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Puis si on regarde, par exemple, sur l'obligation américaine, les obligations américaines de 10 ans, ben le taux est à peu près de 4,25. Donc, c'est ce qu'on appelle le yield, c'est le taux de rendement sur l'obligation. Mais plus le taux de rendement est élevé, bien évidemment, plus le gouvernement américain doit payer de l'intérêt à ses investisseurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour financer une économie, il faut emprunter. Donc, les gouvernements américains comme le gouvernement canadien empruntent en émettant des obligations, puis un taux d'intérêt associé à cette obligation-là. Donc, plus le taux est élevé, bien, plus ça coûte cher en intérêt pour le gouvernement. On peut dire, oui, le gouvernement peut imprimer de l'argent, il n'y a pas de limite, mais il y a nécessairement des limites parce que plus on imprime de l'argent, plus on crée de l'inflation. Fait que c'est vraiment la cause principale de l'inflation, c'est l'augmentation du money supply. C'est vraiment ce que les banques centrales vont imprimer. Fait que ça, c'est la cause principale de l'inflation. C'est pas nécessairement les déséquilibres entre l'offre et la demande de produits commerciaux, etc. Oui, ça peut avoir un impact, mais donc c'est ce que l'administration américaine essaie de faire en ce moment, c'est-à-dire de diminuer l'inflation qui découle du money supply qui est La masse monétaire, ouais. de la masse monétaire, puis des déficits qui ne font que croître, tu sais. Donc si on regarde, il va falloir qu'on devienne, oui, il faut que l'économie financière diminue, il faut que l'économie réelle augmente, puis il faut qu'on devienne plus productif. Le gros challenge qu'on a, puis moi ce que je vois, c'est j'ai été en technologie longtemps aussi. Je connais beaucoup de personnes dans le domaine des technologies. Tout le monde est bien excité sur l'intelligence artificielle. Bon, d'un point de vue économie financière, l'intelligence artificielle, le stock de Nvidia, c'est super intéressant, c'est bien le fun. Mais c'est quoi l'impact sur l'économie réelle? C'est quoi l'impact sur l'école bleue? C'est quoi l'impact sur l'industrie manufacturière? C'est sûr que l'intelligence artificielle est une menace pour l'emploi. C'est sûr. Les emplois vont devoir devenir plus spécialisés. Le gouvernement Trump le disait, ils veulent des cols bleus, des plombiers, des électriciens qui vont être capables de mieux maîtriser la technologie, puis
en conséquence, ils vont avoir des salaires de 150 000 200 000 parce qu'ils maîtrisent la technologie. Mais l'employé qui ne maîtrise pas ou qui peut se faire remplacer, une réceptionniste, un réceptionniste ou une réceptionniste, c'est un métier qui n'existera plus, éventuellement. Un serveur ou une serveuse, c'est un métier qui n'existera peut-être plus. Au Japon, on le voit déjà. Là, maintenant, on a des robots. Il y a des restaurants sans serveur. C'est des robots qui vont porter des plats, etc. Donc, l'intelligence artificielle, la robotique est une menace pour l'emploi. Et ça, c'est clairement un problème pour un gouvernement, pour n'importe quel gouvernement. Hein. L'intelligence artificielle est une menace. Et moi, je pense que l'intelligence artificielle va devenir une des technologies les plus réglementées de l'histoire après l'énergie atomique. C'est tellement important. Ça va devenir sous le contrôle de l'État. Il va y avoir plusieurs règles. Peut-être que même l'utilisation en dehors des normes va peut-être devenir criminalisée. Peut-être que les gouvernements vont dire vous n'avez pas le droit d'utiliser des engins d'intelligence artificielle qui ont été créés à l'étranger. Par exemple, on le vit avec comment ça s'appelle, DeepSeek. DeepSeek, ouais. Ben, tu sais, DeepSeek, tout le monde est super excité par ça. Oui, mais le gouvernement américain, le gouvernement canadien, éventuellement, vont interdire DeepSeek dans leur marché parce que bon, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Les Chinois, on est en guerre économique avec la Chine. Puis on est en guerre, je veux dire, il y a combien de milliers d'attaques, cyberattaques qui se font contre le Canada à tous les jours, ou même à la minute, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une relation. Probablement de la Chine et de la Russie aussi. Hein. Tu sais, je veux dire quelque chose, bon, qui peut paraître étrange, mais bon, j'essaie de faire cette comparaison-là quand même. La relation entre l'Occident et la Chine, c'est un peu comme si tu avais une relation avec un voisin qui vient te voler la nuit, mais que tu l'invites à souper le lendemain et que tu fais semblant que tout est beau. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la relation avec la Chine, malheureusement. Puis bon, on pourrait s'en parler longuement. J'ai un article sur mon blog sur l'historique, un peu pourquoi les Chinois sont comme ça, mais il y a une compétition en ce moment, évidemment, entre les États-Unis, la Russie et le bloc occidental, parce que il y a un changement. On passe à un ordre multipolaire où, tu sais, rapidement, si on étudie l'histoire chinoise, pour les Chinois, ils ont vécu un centenaire d'humiliation. Le centenaire d'humiliation a commencé durant les guerres de l'opium, au début du 20e siècle, fin 19e siècle, début du 20e siècle, où l'Occident a forcé la Chine, est entré en guerre pour forcer la Chine à accepter que l'Occident puisse y vendre son opium. C'est quand même spectaculaire. Donc, la population chinoise est devenue droguée. Et c'est une histoire, c'est pas une histoire reluisante, là, super intéressante. Là, tu sais, quand on regarde ça d'un point de vue occidental, aujourd'hui, c'est un point de vue commercial, mais l'Occident a forcé la Chine à accepter, à acheter de la drogue. En fait, pour que des grandes, tu sais, puis on pourrait regarder des grandes familles américaines, françaises, européennes, anglaises, qui sont devenues très, très riches grâce au trafic de l'opium à l'époque. Donc ça c'est une ère d'humiliation. Après ça, le Japon a pris une bonne partie de la Chine durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment ce sentiment d'humiliation. Puis tu sais, tu peux retourner là, au début du 20e siècle, début des années 1900, il y a des écrits très clairs en Chine qui expliquent que il faut aller voler le savoir-faire, le meilleur savoir-faire au monde, il faut aller le chercher, puis il faut aller le voler si c'est nécessaire pour que la Chine ne revive plus jamais des épisodes comme ça. Donc c'est vraiment c'est la philosophie chinoise. Je veux pas c'est pas une attaque contre le peuple chinois, mais c'est une pensée réaliste par rapport au gouvernement chinois, aux stratégies du gouvernement chinois en place en ce moment. Ouais, je rajouterais que ce que vous venez de dire semble très approprié dans le sens où on sait que la Chine est un endroit où votre propriété intellectuelle est très à risque. Il y a eu des vols de propriété intellectuelle d'entreprises occidentales et autres, là, je veux dire, à des niveaux absolument stratosphériques. Donc ça semble être exactement le cas. Ce que vous mentionnez semble représenter la réalité aujourd'hui. Là.
Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on le voit, Airbus s'est fait voler sa propriété intellectuelle, Nortel s'est fait voler sa propriété intellectuelle. Je veux dire, il y a des histoires à n'en plus finir. Tu sais, puis aujourd'hui, les Chinois sont devenus, selon moi, dans les meilleurs au monde dans ce qu'ils font. C'est sûr qu'ils ont, bon, ils sont aidés parce qu'ils ont été capables de s'approprier, probablement certaines fois légalement, d'autres fois illégalement, ils se sont appropriés la propriété intellectuelle. Puis aujourd'hui, c'est un peuple extrêmement travaillant. C'est un peuple qui sait exactement où ils s'en vont. Puis je pense que ça va devenir la plus grande puissance au monde d'ici quelques décennies. Vous venez d'expliquer un peu votre vision historique et macroéconomique de ce qui se passe en ce moment, changement de paradigme. Beaucoup de gens le font. Il y a quand même plusieurs analystes et économistes qui vont rédiger des textes, des articles, des rapports de recherche, des livres même sur la question, mais il y en a peu qui vont joindre l'acte à la parole, ce qui veut dire qu'ils vont littéralement investir leur propre argent ou l'argent d'investisseurs qui leur ont été confiés, basé sur cette thèse qu'ils ont d'où les marchés sont, où les marchés se dirigent. Mais c'est ce que vous faites, c'est exactement ce que vous faites en anglais, on dirait put your money where your mouth is. Joindre l'acte à la parole. Est-ce que ça change votre façon de faire, le fait que vous en venez à une conclusion, une thèse, comme vous avez dit, mais après, il faut que tu passes à l'action et donc vous investissez votre propre argent là-dedans. Comment est-ce que ça change la chose, on va dire, psychologiquement, mais intellectuellement aussi, dans vos recherches, dans vos écrits, dans vos thèses, dans vos analyses? Ah, ça change tout, là. En anglais, il y a l'expression skin in the game. Avoir du skin in the game, ça change complètement tout. Ça Tu vient de sais, Nicolas Taleb, ça, je me trompe, non? C'est peut-être pas peut-être. lui, mais en tout cas, c'est lui qui l'a popularisé, je pense, Ouais, l'expression. c'est possiblement. Mais tu sais, comment moi je fais souvent une comparaison que ce que je fais, c'est comparable à un sport professionnel. Pilote de Formule 1 ou de Formule 2, si je veux être plus humble. Mais ou joueur de hockey, tu sais, puis moi je le vois comme ça, je suis celui qui pousse la rondelle, puis euh, l'analyste le voit comme celui qui commente la partie. C'est une grosse différence. Bon, c'est sûr que l'analyste doit avoir des connaissances, etc. Puis ça fait de lui potentiellement aussi quand même quelqu'un qui est très, très, très connaissant du marché. Puis ça peut faire de lui un bon joueur de hockey. Ça veut pas dire qu'il serait pas un bon joueur de hockey, mais la réalité, c'est que c'est qui à tous les jours qui va jouer la partie de hockey, ben c'est le trader. Fait que le trader, évidemment, va vivre les hauts et les bas, puis il y a les émotions. Fait que, évidemment, la psychologie en trading, c'est important. Puis, je dirais que ça prend plusieurs années avant d'atteindre ce niveau où on essaie de devenir moins émotif. Puis il y a différents types. Tu sais, je pense que ce qui est important aussi comme trader, c'est vraiment de savoir quel est le style d'investisseur, d'investissement qui convient à notre personnalité. Moi, j'ai une personnalité probablement trader assez typique, zéro patience. Si je peux pas être sur un appel, si ça va pas vite, il faut qu'on pense. Il n'y a pas de chit-chat là. Faut que, faut que ça se passe vite. Faut qu'on arrive à la conclusion assez rapidement. Puis une chose que beaucoup de macro traders vont faire aussi, c'est de rentrer dans le marché rapidement avant d'avoir commencé ou fini une analyse. Souvent, c'est juste parce qu'on voit une opportunité, puis ça peut être tout simplement sur un chart. Je peux voir qu'un marché est sous-évalué ou surévalué. Et là, je vais vouloir prendre une position tout de suite. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps parce que quand un marché est sous-évalué ou surévalué, la condition va rarement rester longtemps. Donc, je vais rentrer dans le marché, je vais saisir mon trade en fonction. Donc, moi, j'appelle ça mon first unit. Je vais mettre ma première unité dans le marché. Je me réserve souvent à 3 unités pour entrer dans un trade. Fait que je vais avoir une première unité qui va être rentrée, puis après ça, là, je vais faire ma recherche. Je vais continuer ma recherche, puis là, je vais avoir le pouls du marché. Puis si après ça, ma thèse est confirmée selon ma recherche et selon ce que je vois dans le marché, si par exemple, je rentre dans un marché sous-évalué, puis après ça, tout le monde achète le marché, mais je vais dire, OK, je suis rentré au bon moment. Puis là, je vais rajouter, même si le prix est un peu plus haut, ça se peut que je rajoute mon second unit plus haut. Mais ça se pourrait que je rajoute mon second unit plus bas aussi, si je pense que je peux aller chercher un meilleur prix. Mais bottom line, la réalité, c'est comment j'arrive à battre le marché, c'est vraiment ma gestion du risque, puis ma gestion de mon trade.
Si je regarde mes statistiques, je vais gagner à peu près 8 fois sur 10. Quand je vends ma position, j'ai gagné 8 fois sur 10. C'est un taux relativement quand même élevé. Mais quand je rentre dans un trade, je vais te dire, je vais avoir un bon positionnement, peut-être 35% des fois. 35-40% maximum. Fait qu'il y a vraiment une divergence importante entre mon win rate quand je suis sorti de mon trade, mon taux de succès, versus quand je suis rentré dans ma position. Ce qui fait la différence, c'est quand je vais rentrer mon second unit, ma deuxième unité, quand je vais rentrer mon troisième unité, ma troisième unité, le cas échéant. Puis là, ça va me donner un prix moyen. Puis là, évidemment, au moment où je vais sortir, à quel endroit je vais sortir, des fois, je peux sortir, tu sais, si le marché part en ma faveur, je vais sortir 25% de ma position. Là, je vais le laisser monter. Puis là, après ça, je vais vendre en échelle, vraiment à différents niveaux. Puis, moi, je vais principalement être vendeur quand tout le monde achète. Donc, si je vois que tout le monde achète, je vais essayer de sortir. Donc, restons dans les grandes questions macroéconomiques. Une des grandes questions au sein de cet ensemble de questions, si je peux dire, est l'avenir du dollar américain, à savoir est-ce que celui-ci va continuer dans sa hausse, il faut dire qu'il est assez élevé en ce moment relativement, ou est-ce qu'au contraire, celui-ci pourrait aller à la baisse. On sait que Donald Trump a publiquement mentionné qu'il souhaite un dollar plus faible. Quelle est votre thèse sur le sujet? La thèse varie en deux temps. En fait, c'est la première chose dont j'ai écrit un article en fait sur cette question-là, des tarifs du dollar et sur le dollar américain. J'en fais référence sur mon blog dans un article qu'on pourra indiquer à l'auditeur. On y comprend dans cet article-là qui a été écrit par un des acolytes de Donald Trump. On y comprend vraiment la véritable intention de l'administration Trump. C'est sûr que la première étape, Est-ce que c'est Stephen Mirren? c'est exactement. L'économiste, ouais. Puis c'est un document, bon, c'est sûr qu'il va peut-être plaire plus aux nerds d'économie puis de finance. C'est un document assez long, mais quand même super intéressant. C'est sûr que comme macro trader, il faut, comme je l'ai dit, il faut essayer de déchiffrer la véritable intention du gouvernement parce que ça nous permet de mieux anticiper ce qui va se passer sur le marché. Fait que, comme je disais, la première étape, c'est de d'évaluer le dollar américain, il fait aucun doute. Mais ils veulent le faire de façon responsable, c'est sûr. Par rapport aux autres devises les plus importantes, comme l'euro et le pound britannique. Moi, je suis, par exemple, ça a été un de mes meilleurs trades cette année, c'est d'avoir acheté de l'euro autour de 1,04, si je me souviens bien. Le pound également. Donc, tout ça est commencé. Il y a une certaine dévaluation qui est en train de se passer. Mais la dévaluation a ses limites parce que si on fait baisser trop le dollar américain, ça va augmenter les pressions sur l'inflation. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Donc, le dollar américain aide à diminuer l'inflation, comme un prix de pétrole plus bas. Donc, c'est sûr que si on regarde l'objectif de l'administration, on parle du dollar US, mais le prix du pétrole est aussi important. Moi, je suis short le pétrole en ce moment. Donc, à chaque fois qu'il y a des rebonds, je vais en rajouter et je pense que le prix du pétrole va baisser plus parce que c'est vraiment l'objectif de l'administration américaine. Euh, Si on regarde ça, par exemple, en deuxième temps, moi, j'anticipe que la prochaine crise économique va créer une énorme pression à la hausse sur le dollar américain. Puis si on parle de qu'est-ce que j'anticipe comme prochaine crise économique internationale, c'est probablement la prise de Taïwan par la Chine. Donc, ça, on pourrait s'en parler longuement. Je ne m'attends pas à une invasion militaire, mais plus à un changement de régime qui a déjà commencé. D'ailleurs, les deux partis d'opposition à Taïwan, elles sont pas mal rendues pro-chinois. Le gouvernement actuel est minoritaire à Taïwan, donc il y a déjà des changements au niveau de la loi qui sont en train de se faire, etc. Donc, tu sais, coup d'État, changement de régime, ça va avoir un impact énorme sur l'économie. Citadel a d'ailleurs prévu que si la Chine, mais moi je pense que plus c'est quand la Chine va prendre Taïwan, on peut tomber en dépression économique comme dans les années 30. Bon,
Moi, je pense que l'administration américaine se prépare pour ça. Notamment, on le voit avec l'histoire du canal de Panama. C'est une question stratégique de sécuriser ce point d'accès-là au niveau du commerce. Gaza, bon, c'est épouvantable la situation à Gaza, mais le fait que les Américains voudraient peut-être sécuriser également Gaza, c'est, selon moi, plutôt parce que Gaza est très près du canal de Suez. Donc, un autre endroit hyper stratégique d'un point de vue commercial. Moi, je ne pense pas que les Américains vont intervenir lors de la prise de Taïwan. Ça va être un fait accompli. Et à ce moment-là, le dollar US va exploser. Donc, ça À va la créer une hausse. crise à la hausse. Ça va créer une crise de confiance extraordinaire entre l'Asie et l'Occident et la valeur refuge va être le dollar US. L'or, oui. L'or, potentiellement, oui. Et ça va faire en sorte, puis évidemment, j'ai pas de boule de cristal, là, c'est juste une thèse d'investissement que j'ai, mais je suis préparé si ça arrive. À ce moment-là, il y aura des nouveaux accords euh, qui devront intervenir entre les grandes puissances pour faire dévaluer le dollar américain, comme ce fut le cas en 1985 durant les accords de Plaza à l'hôtel Plaza à New York, où là, il y a eu une entente de dévaluer le dollar américain. Puis ça, c'est des opportunités extraordinaires comme macro-investor parce que, évidemment, s'il y a une entente de dévaluer le dollar américain, c'est pratiquement du free money. Tu peux rentrer sur ce trade-là, puis ride the wave, comme on dit. Fait que ça, il y a des opportunités, des fois, il y a toujours des opportunités plus faciles de faire de l'argent. Il n'y a pas de no-brainer trade en finance. Il n'y a jamais de trades qui sont absolument Certain. garantis, certains. Mais il y a si on arrive à une situation où le dollar US devient trop fort, on va avoir des nouveaux accords à la Plaza. Je pense qu'ils les appellent. Il y a déjà une discussion. Il y a déjà une discussion sur le nom du prochain accord qui serait euh, Mar-a-Lago, exactement qui est la résidence de Trump en Floride. la Une résidence résidence de luxueuse. la résidence de Trump, exactement. Si je Puis comprends bien, donc... Ouais, vas-y, excuse. non, mais c'est tout simplement par rapport au dollar canadien. Malheureusement, je suis très négatif sur le dollar canadien. Je pense qu'il y a un manque de pensée stratégique au Canada. Bon, faut évidemment se rendre à l'évidence aussi que l'administration Trump essaie de nous acculer au pied du mur pour avoir un peu plus d'effet de levier, encore plus d'effet de levier pour renégocier l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et moi, je pense que l'objectif ultime, il y a quelques objectifs ultimes, mais qui vont pénaliser le dollar canadien, euh, c'est euh, c'est d'avoir un bloc plus fort. D'avoir un bloc plus fort ou si, par exemple, les États-Unis décident d'imposer des tarifs douaniers contre la Chine ou d'autres pays, le Canada devra suivre et le Mexique devra suivre. Donc, c'est vraiment parce que sinon, c'est trop facile. On l'a vu lors de la première administration, les Mexicains importaient les biens chinois, puis c'était revendu aux États-Unis, etc. Puis on l'a vu aussi au Canada. Donc, c'était facile de contourner ces tarifs douaniers-là. Puis évidemment, c'est ce que le gouvernement Trump, l'administration Trump veut éviter de faire. L'administration Trump veut également avoir un accès au Grand Nord canadien d'un point de vue militaire. On le voit avec ce qui se passe au Groenland. C'est la même chose avec dans le Grand Nord canadien. Il y a peut-être une opportunité pour nous, comme Canadiens, de de faire un deal avec eux pour leur donner un certain accès limité ou en contrepartie de contributions financières, etc. C'est des choses à voir. Tu sais, moi, je pense que le Canada, ça c'est un point de vue personnel qui est peut-être pas très populaire, mais je pense que le Canada aurait l'opportunité de devenir la Suisse nord-américaine. On devrait peut-être devenir plus neutre. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une armée? Bon, les Suisses, oui, les Suisses ont une armée, mais les Suisses sont en Europe, sont entourés de, sont dans un continent où il y a beaucoup d'historiques de guerre. En Amérique du Nord, c'est un peu différent. Mais nos voisins américains, euh, c'est impensable qu'on soit des ennemis, en tout cas, selon moi. Je veux dire, on va toujours demeurer des amis, malgré en ce moment l'animosité là, qui est amplifiée par les réseaux sociaux. Mais on a toujours intérêt à travailler ensemble. Écoute, on exporte 80% aux États-Unis. Il faut qu'on garde une relation, mais on aurait peut-être intérêt
à négocier un deal où on pourrait avoir toutes nos dépenses militaires payées par les États-Unis en contrepartie de peut-être un accès au Grand Nord, des choses comme ça. Je lance des idées comme ça, mais il faut penser outside the box. Puis, tu sais, moi, ce que je lis un peu sur les médias sociaux dernièrement qui me chicote, c'est, on dirait, le point de vue de plusieurs personnes de vouloir renier la relation avec les Américains suite à comme notre ego a été froissé. Puis là, on veut faire des partenariats avec l'Europe, on veut même devenir les meilleurs amis de la Chine, ce qui serait une catastrophe stratégique. Et on veut éviter, c'est comme si on évitait de vouloir s'asseoir à la table de négociation avec les Américains alors que c'est absolument nécessaire. Il faut qu'on soit à la table de négociation. Puis là, on est dans un no man's land parce que on n'a pas de gouvernement. On a Carney qui est là de façon temporaire, mais c'est comme si on n'avait pas, il n'y a pas la légitimité de gouverner Mike Carney. Donc, c'est sûr que en ce moment, on est dans un no man's land. Puis le gouvernement, l'administration Trump va tenter d'accentuer cette division-là, tu sais, à son avantage. Ouais, c'est quoi que ça risque d'être résolu bientôt. On devrait savoir d'ici la fin du mois d'avril quel genre de gouvernement on va avoir. Là, on parle beaucoup de risques géopolitiques, politiques et géopolitiques. Quelle place l'analyse des risques géopolitiques joue, j'allais dire dans vos thèses, mais aussi dans votre trading au quotidien ou même à long terme? Quelle prépondérance est-ce que l'analyse du risque géopolitique joue-t-elle dans ce qui est votre métier, en fait? C'est pas le point le plus important. Je dirais, faut distinguer les risques géopolitiques régionaux et les risques géopolitiques qui peuvent affecter l'ordre mondial. Les risques géopolitiques régionaux, comme la guerre en Ukraine ou ce qui s'est passé à Gaza, ça a peu d'impact. Ça peut avoir un impact immédiat, comme Gaza a eu un impact sur le prix du pétrole, comme l'Ukraine a eu un impact. Bon, évidemment, le marché boursier russe s'est effondré. Et ça, c'est fascinant de voir comment dans beaucoup d'occasions, avant qu'un événement majeur arrive sur les marchés financiers, à quel point on a une montée parabolique. Tout le monde pense que tout va être beau pour toujours. Puis là, il arrive un événement comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, le marché russe, je pense, s'est effondré de 60% à ce moment-là. Fait que oui, c'est sûr que pour les Russes, ça a eu un impact. Pour l'Ukraine aussi, les investisseurs en Ukraine ont tout perdu. Je donne pas cher à l'immobilier en Ukraine, tu sais. Fait que ça malheureusement, puis là, on voit en Pologne, la Pologne en a profité énormément. Donc, fait que la géopolitique, oui, a une influence. La Pologne, le marché polonais a explosé depuis le début de l'année. Donc, dès qu'il y a eu des discussions sur potentiellement les accords de paix. Mais quand on parle de risques géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur l'ordre mondial, c'est-à-dire on passe d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, et la prise de Taïwan par la Chine, mais là, c'est sûr que ça devient extrêmement important. Donc, Fred Dionne, mot de la fin? J'ai pas envie que ça soit fini parce que moi j'adore parler de toutes ces questions. Mais écoute, le mot de la fin, c'est suivez-moi sur LinkedIn. Tu sais, j'essaie de publier à tous les jours ou 2 jours à peu près un peu mes thèses d'investissement puis ce que je vois. J'espère que ça aide les gens en général. Donc, vous pouvez me trouver sur LinkedIn Fred Dionne Wealth Strategic ou sur Internet, vous pouvez aller sur stratégie au pluriel macro.com. Donc stratégie macro.com. Puis on pourra mettre le contenu là, de certains graphiques dont j'ai discuté là, en ligne. Tout à fait. On va inclure le plus de liens possible, ou peut-être un lien qui va inclure toute l'information dont on a mentionné, notamment les graphiques, les articles, les ressources, les sources d'informations que vous avez mentionnées. Ceci dit, vous avez mentionné quelque chose, vous aimez bien parler de ça, et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le domaine financier, les analystes, les investisseurs. Il y a
une panoplie de contenu dans les dernières années hein, qui a été fait par des gens qui travaillent dans le milieu. On parle de podcasts, d'articles qui est disponible au public, qui est gratuit. Oui. Tout fait en pratique, l'information est gratuite. Que ce soit sur Twitter ou X, YouTube, notamment différents balados. Est-ce qu'il y en a 2 ou 3 là, qui vous viennent à l'esprit comme étant peut-être cruciaux ou plus intéressants que les autres de la perspective de quelqu'un qui fait ça quotidiennement, surtout? Là? Dieu. Vous avez Ça, mentionné c'est... Russell Napier, Ouais. qui a fait quelques balados, qui est Ben plutôt écoutez, moi, je suis Ray Dalio. Sur LinkedIn, Ray Dalio va publier régulièrement ses points de vue. C'est une analyse beaucoup plus fondamentale, un peu moins technique, c'est-à-dire bon, quand on va dans l'analyse fondamentale, on a un peu plus de difficulté à timer ses entrées dans le marché. Mais Ray Dalio, définitivement, Druckenmiller, donc Stanley Druckenmiller. Stanley Druckenmiller, qui était le bras droit de George Soros à l'époque, donc absolument nécessaire de l'écouter. Euh, Russell Napier, c'est sur YouTube, là, il y a plusieurs vidéos. Donc Russell Napier s'est poussé ses thèses d'investissement, mais c'est super intéressant. Puis c'est lui en fait euh, qui m'a fait comprendre en fait des changements de l'économie et de marché aux économies politiques. Euh, Linda Rashke, qui est ma mentor, en fait, pour tout ce qui est question d'analyse technique. Sur X, elle est elle va poster assez souvent. Puis, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? J'ai Je déjà tout. dirais, je dirais, c'est important. Ça n'a jamais été aussi important d'écouter ce que le secrétaire du Trésor aux États-Unis a à dire. Ah Donc, ouais? Pas le chef de la Fed? non, exactement. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai écrit un article sur mon blog tout récemment que la Fed, the Fed has been cornered. Fait qu'on a mis, on a mis la Fed à l'écart parce que on est rendu dans une économie politique. Puis, je pense que ce que le secrétaire du Trésor puis le secrétaire du Commerce aux États-Unis, ce qu'ils vont dire. Moi, j'écoute chacune des entrevues. C'est Mhm. super important pour moi parce que c'est vraiment d'essayer de déchiffrer l'intention véritable des décideurs. Puis c'est beaucoup plus important que la Fed. Les investisseurs, les analystes en ce moment passent trop de temps à regarder ce que la Fed pense et dit, selon moi. La Fed étant la Réserve fédérale américaine, rappelons-le. Et le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, qui vient d'être assigné à ce poste-là d'ailleurs, qui est un ancien gestionnaire de hedge fund, de hedge Exactement. fund, ouais. En fait, c'était un des membres de l'équipe de George Soros également avec Druckenmiller. Donc, il faut l'écouter. À suivre. Merci.